Savez-vous que des milliards d'êtres vivants partagent notre quotidien sans que nous le savons? Certains d'entre eux, les parasites, peuvent influencer notre santé et même notre environnement. Préparez-vous à explorer l'univers de la parasitologie. La parasitologie est la science qui étudie les parasites, leur interaction avec l'hôte et les maladies qu'ils peuvent provoquer. Le parasite est un organisme vivant, uni ou pluricellulaire, qui vit aux dépens d'un autre organisme vivant appelé hôte, pendant une partie ou la totalité de sa vie. L'hôte est l'organisme qui héberge le parasite. Il fournit au parasite la nourriture, le lieu et les conditions nécessaires à sa survie. Le parasite est toujours plus petit que son hôte. Il le considère comme source de nutriments et d'énergie, moyen de transport et comme un habitat. Le parasite peut causer à son hôte des effets nuisibles, mais sans jamais le tuer d'emblée. Selon la localisation du parasite chez son hôte, on distingue l'ectoparasite qui vit à la surface du corps, sur la peau, les cheveux et les poils, ou dans les cavités facilement accessibles, comme le nez, la bouche et les oreilles. L'endoparasite se localise dans les cavités profondes, les tissus ou dans le sang. Donc, l'ectoparasite vit à l'extérieur de l'hôte, comme les poux, et l'endoparasite vit à l'intérieur de l'hôte, comme le plasmodium, qui parasite les hématies, les globules rouges. On passe aux différents types d'associations qui peuvent s'établir entre deux espèces. Le parasitisme, association entre deux êtres vivants dont un seul, qui est le parasite, tire profit. Le plasmodium, agent du paludisme, parasite les globules rouges et en profite pour se multiplier. Dans la symbiose, les deux organismes profitent tous les deux de leur union. C'est l'exemple de certaines bactéries intestinales qui aident la digestion tout en profitant de la nourriture. Le saprophytisme. Le saprophyte est un organisme qui se nourrit de matière organique en décomposition et il n'entraîne pas de troubles à l'hôte. Le commensalisme est une association entre deux organismes dans laquelle un seul bénéficie de l'autre, sans causer de dommages ni apporter de bénéfices à l'hôte. Certains acariens vivent dans les follicules pileux ou dans les glandes sébacées et se nourrissent du sébum sans affecter l'hôte. Le prédateur se nourrit de sa proie après l'avoir tuée, comme l'Acondamoeba, qui se nourrit des bactéries de l'environnement. Les principaux modes de parasitisme sont les suivants. Le parasitisme obligatoire signifie que le parasite dépend de son hôte pour survivre. Il ne peut pas vivre sans lui. Donc, il accomplit une partie ou toute sa durée de vie dans l'hôte, comme l'anophèle femelle qui pique l'homme pour se nourrir du sang, ou l'ascaris qui parasite l'intestin et se nourrit des aliments ingérés par l'hôte. Le parasite facultatif peut vivre indépendamment de son hôte, mais il peut le parasiter pour bénéficier de certains avantages. Le parasitisme accidentel se produit lorsqu'un parasite envahit un hôte qui n'est pas son hôte habituel. Le parasite n'est pas bien adapté à cet hôte. Et le parasite opportuniste, qui est un organisme normalement commensal, non pathogène, qui peut devenir pathogène si les défenses immunitaires de l'hôte sont diminuées en cas d'immunodépression. Les parasites sont plus ou moins étroitement liés et spécifiques à l'hôte. Le parasite sténoxène est hautement spécifique. Il est généralement adapté à un seul hôte ou à un nombre très restreint d'hôtes, comme le Plasmodium falciparum, agent du paludisme, qui infecte uniquement les humains et les moustiques du genre Anophèle. Le parasite oligoxène est modérément spécifique. Il infecte un petit nombre d'espèces d'hôtes apparentées ou proches, comme Toxoplasma gondii. Donc, la gamme d'hôtes ici est toujours limitée, mais elle est plus large que la première. Le parasite urixène est plus spécifique à son hôte et peut infecter plusieurs espèces d'hôtes comme Toxoplasma brucei, agent de la trypanosomiase ou la maladie de sommeil. Il peut infecter une large gamme d'espèces, y compris les humains et les animaux sauvages. La voie d'entrée du parasite la plus courante est la voie orale. Il y a également la voie aérienne, cutanée, sexuelle, par placenta, le sang ou par un vecteur. Les voies de sortie sont très importantes à connaître car elles conditionnent les moyens de diagnostic et les mesures de prévention. La voie digestive, urinaire, cutanée, par les sécrétions bronchiques ou toujours par un vecteur. Le cycle du parasite est l'ensemble des étapes et se déroule dans un ordre précis pour passer d'une génération à une autre.
par une reproduction sexuée à partir des adultes fertiles ou par fission binaire, appelée également sessiparité, où une cellule se divise et donne deux cellules filles identiques à la cellule mère. Voici les éléments du cycle parasitaire. Un parasite peut avoir un ou plusieurs hôtes. L'hôte définitif héberge la forme adulte, capable de se reproduire, tandis que l'hôte intermédiaire héberge les formes immatures et peut être actif ou passif. L'hôte intermédiaire passif ne cherche pas un hôte réceptif pour lui transmettre la forme infestante. Le parasite est là, il le garde. L'hôte intermédiaire actif est un vecteur de la maladie. Il transporte le parasite et inocule la forme infestante au sujet sain. La forme infestante est le stade du parasite dans lequel il est capable de pénétrer dans un hôte et d'initier une infection. Le deuxième élément du cycle est le parasite lui-même. Et finalement le réservoir, un organisme ou un environnement qui peut héberger le parasite sans subir des conséquences graves. Le cycle est dit monoxène ou direct s'il se fait d'un seul hôte. Et hétéroxène ou indirect si les transformations se font sur des hôtes différents. L'action du parasite sur l'organisme humain est multiple. Spoliatrice si le parasite le prive des nutriments. Toxique lorsque le parasite libère des substances toxiques pour l'hôte. Mécanique s'il cause des dommages physiques en obstruant des organes ou en comprimant des tissus. Et action traumatique lorsque le parasite provoque des lésions ou des destructions tissulaires comme Entamoeba histolytica qui provoque des ulcérations intestinales graves. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de l'amibiase causée par Entamoeba histolytica, je vous mets dans la description le lien de cette vidéo. La réaction de l'organisme à l'agression parasitaire est l'ensemble de mécanismes physiques et immunologiques visant à détecter, combattre et éliminer le parasite. Ces mécanismes varient selon le type de parasite et les conditions physiopathologiques de l'hôte. Le portage asymptomatique, l'hôte héberge le parasite sans présenter aucun signe clinique. Il est important de dépister les porteurs sains et de les traiter, car ils représentent une source de contamination, un réservoir pour le parasite. Les défenses non spécifiques. On a les barrières physico-chimiques telles que la peau, les cils, les larmes et l'acidité gastrique, l'immunité innée et l'inflammation. Les défenses spécifiques représentées par la réponse immunitaire adaptative, humorale et cellulaire. La classification des parasites est basée sur des critères morphologiques, immunologiques et génétiques. On les a classés selon l'hiérarchie classique, allant de l'embranchement jusqu'à l'espèce. Le règne animal contient 3 embranchements regroupant les parasites de l'homme, les protozoaires, les helminths ou les vers et les arthropodes. Les protozoaires sont des organismes unicellulaires classés en 4 classes, selon le mode de locomotion. La classe des rhizopodes ou des amibes, qui se déplacent à l'aide des pseudopodes. La classe des flagellés, qui portent un ou plusieurs flagelles. La classe des ciliés, caractérisée par un corps recouvert en partie ou en totalité par des cils. Et les sporozoaires, qui sont immobiles. Les helminths sont des organismes pluricellulaires et se divisent en 2 sous-embranchements, les plathelminths ou les vers plats et les némathelminths ou les vers ronds. Les arthropodes jouent le rôle de vecteurs des maladies humaines. Les champignons appartiennent au règne de fungi. On appelle les mycoses les affections causées par les champignons microscopiques. Le diagnostic des parasitoses et des mycoses est assuré le plus souvent par le diagnostic direct, qui repose sur la mise en évidence du parasite sous l'une de ses formes dans l'échantillon biologique prélevé, le sang, les urines, les selles, la peau, etc. On l'examine soit à l'œil nu, soit au microscope optique. C'est l'examen de certitude. L'examen direct désigne l'observation directe de l'échantillon sans traitement préalable, autre que le broyage ou la dilution. Il détecte les formes mobiles. L'examen après coloration permet de fixer la cellule et donc de bien visualiser les constituants cellulaires. Les colorants les plus utilisés en parasitologie sont l'iodine, le bleu de méthylène, coloration de Gram et le trichome. Si le diagnostic direct est difficile, voire impossible, on passe au diagnostic indirect, séro-immunologique.
On recherche les anticorps ou les antigènes spécifiques aux parasites recherchés. La polyinfestation est la situation dans laquelle l'hôte est infecté par un petit nombre de parasites, ce qui rend sa détection très difficile par les méthodes conventionnelles. Cela peut entraîner des faux négatifs et une retardation de diagnostic et de traitement. Pour augmenter les chances de détecter le parasite, il faut procéder à des techniques de concentration. On peut également procéder à une inoculation à l'animal. On introduit l'échantillon biologique contenant le parasite suspecté dans un animal de laboratoire sensible. On surveille les symptômes et on effectue des analyses pour isoler et identifier le parasite suspecté. Ce n'est que le début. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons les différents parasites, leur cycle de vie et leur impact sur la santé humaine, ainsi que les moyens de traitement et de prévention. Si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la série, de liker la vidéo et de partager vos questions et vos remarques en commentaire. Merci pour votre attention et à très bientôt.